Aujourd'hui, on va s'intéresser à la présentation de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, qui a été rédigée par Thucydide, auteur grec de l'Antiquité. Cet ouvrage est bien plus qu'un ouvrage, composé de 2 volumes, principalement. Ça raconte la guerre entre Athènes et Sparte. Thucydide a une écriture propre d'un historien de l'Antiquité. Comment Thucydide transforme-t-il un conflit en objet d'analyse politique et historique? C'est notre première question pour ce premier chapitre. Athènes face à Sparte, on a également des références importantes. On a des mises en valeur, des héros qui sont mis en avant aux yeux du lecteur. À la page 364. Les Athéniens, de leur côté, envoyèrent en Sicile les 40 vaisseaux qu'ils avaient préparés, avec les 2 généraux restés en arrière, Eurymédon et Sophocle. Pythodoros, le troisième, les avait précédés en Sicile. Ils avaient ordre de protéger, en passant devant Corcyre, les habitants de la ville contre les brigandages de la faction réfugiée sur la montagne. Les Péloponnésiens avaient aussi envoyé sur le même point 60 vaisseaux au secours des Corcyriens de la montagne. Et, comme la famine se faisait grandement sentir dans la ville, ils espéraient y établir aisément leur autorité. C'est un conflit majeur qui oppose bien plus que 2 villes. Sparte et Athènes. Athènes face à Sparte, Sparte les Lacédémoniens. Il faut aussi préciser qu'il y a également des cités qui sont autour de ces villes et qui se prêtent bien sûr main forte dans cette guerre, dans ce conflit, qui dépasse bien sûr les frontières actuelles. Nous avons également une revalorisation du mythe d'Ulysse, de cette épopée grecque bien sûr, que Thucydide justement emprunte dans son récit pour raconter les affronts entre les Athéniens et les Spartiates, et bien d'autres. Je cite: Cependant, en Sicile, les Syracusains et leurs alliés, ayant réuni à la flotte qui gardait Mécène tous les autres bâtiments qu'ils avaient équipés, partirent de ce port pour reprendre les hostilités. Les Locriens surtout les excitaient en haine des habitants du Rhégium, sur le territoire desquels ils venaient de pénétrer en masse. D'ailleurs, voyant que les Athéniens n'avaient peu de vaisseaux dans ces parages, et informés que la plus grande partie des bâtiments, en particulier ceux qui devaient venir en Sicile, assiégeaient Sphactérie. Ils voulaient tenter un combat naval. Vainqueurs sur mer, ils espéraient soumettre aisément Rhégium en l'attaquant par mer et par terre, et affermir ainsi leur puissance, car le promontoire de Rhégium, en Italie, étant à peu de distance de Mécène, en Sicile, les Athéniens ne pourraient plus stationner dans ces parages et rester maîtres du détroit. Ce détroit est formé par le bras de mer qui sépare Rhégium de Mécène, au point la Sicile est le plus rapprochée du continent. C'est à ce passage qu'on a donné le nom de Charybde. Ulysse, dit-on, l'a traversé. Comme il est fort étroit, et que 2 vastes mers, celle de Tyrénie et celle de Sicile, s'y précipitent en courant avec violence. On l'a justement considéré comme dangereux. Un peu plus loin, il y a également référence, l'auteur fait référence justement à Homère, ainsi que les jeux, ci-dessous. Que dans ces fêtes, il y a eu des concours de musique et qu'on va y disputer les prix, c'est ce qu'Homère témoigne aussi par ses vers tirés du même hymne. Après avoir célébré le cœur des femmes de Délos, il termine son chant par ce morceau où il fait aussi mention de lui-même. 3 petits points. Ici, on a un récit enchâssé par la suite. Thucydide cite un chanteur, c'est celui qui a justement la plume à l'époque, c'est celui qui possède la voix. Il le cite en tant qu'autorité. Et celui-ci est donc également cité dans son ouvrage ô combien important. Il y a donc une sorte d'héritage grec qui se transmet dans un contexte guerrier. Un peu plus loin. Mais un tremblement de terre étant survenu, Mélanchridas fut remplacé par Chalcudéus, et l'on équipa en Laconie que 5 vaisseaux au lieu de 10. Avec l'hiver finit la 19e année de cette guerre dont Thucydide a écrit l'histoire. C'est intéressant parce qu'on parle justement de Thucydide en tant qu'écrivain de cette histoire, et ici on l'a à la 3e personne du singulier. On verra pourquoi, parce que cette mention est très importante pour la compréhension de l'histoire. Un peu plus loin, on revient un peu sur les mentalités, sur les peurs de l'époque, avec les maladies justement qui se transmettent, et comment cela justement est interprété et vécu par les gens. On veut aussi chercher un coupable, bien sûr. C'est ce qu'on peut déduire par cette citation suivante. La maladie commença, dit-on, par l'Éthiopie au-dessus de l'Égypte. Elle descendit de là en Égypte et en Libye et s'étendit à une grande partie des possessions du roi.
À Athènes, elle fondit tellement à l'improviste que les habitants du Pirée, les premiers Athéns, prétendirent que les Péloponnésiens avaient empoisonné les puits, car il n'y avait pas encore de fontaine en cet endroit. C'est intéressant parce que le fait d'empoisonner les puits, historiquement parlant, on peut le rattacher à plusieurs personnages et voire même de groupements de personnes, mais on ne va pas le citer aujourd'hui dans cet exposé. Du Pirée, elle gagna la ville haute, et c'est alors surtout que la mortalité devient considérable. Je laisse à chacun, médecin ou autre, le soin d'exposer ce qu'il sait de ce mal, son origine probable, et les moyens qu'il croit propres à faire cesser une perturbation si profonde. Pour moi, je dirais, quelle fut la maladie, quels en sont les symptômes, afin que, si jamais elle survenait de nouveau, on ait quelques indices pour la reconnaître. J'ai par devers moi l'expérience pour avoir vu les autres atteints et pour avoir été frappé moi-même par le même fléau. Un peu plus loin, dans le récit historique de Tite-Live, qui maîtrise justement la rhétorique, mais bien plus que cela. Il décrit aussi ce que ses compères lui rapportent comme témoignage. C'est aussi un fin observateur de ce qui se passe en Grèce, mais il est aussi très à l'écoute. Il se documente, il est cultivé. Nous lisons les choses suivantes. À la page 361, on a ici un phénomène naturel, ô combien important. Dans le même printemps, un torrent de feu coula dans l'Etna, phénomène qui s'était déjà produit précédemment. Il ravagea une partie du territoire des Catanéens qui habitent au pied de l'Etna, la plus haute montagne de la Sicile. On dit que cette éruption eut lieu 50 ans après la précédente, et qu'il y en a eu 3 en tout depuis que la Sicile est habitée par les Grecs. Tels sont les événements de cet hiver. Avec lui finit la 6e année de cette guerre, dont Thucydide écrit l'histoire. Un peu plus loin, la querelle est toujours de mise. On comprend justement quels sont un peu ses rouages et ses mécanismes, et comment elle se manifeste, et par qui d'ailleurs. Cependant, le temps des jeux ismiques arriva, et les Athéniens, chez qui ils avaient été proclamés, y assistèrent. Là, leurs présomptions sur l'affaire de Chios se confirmèrent, et à leur retour, ils prirent sur le champ des mesures pour que la flotte ne pût, à leur insu, partir de Cendrée. Après la fête, cette flotte, forte de 21 vaisseaux, mit à la voile pour Chios sous le commandement d'Alcaménès. Les Athéniens s'avancèrent d'abord à leur rencontre avec un nombre égal de vaisseaux, et, une fois en vue, filèrent au large. Mais les Péloponnésiens relancèrent bientôt à les suivre pour revenir en arrière. Les Athéniens se retirèrent de leur côté, car au nombre de leurs bâtiments se trouvaient les 7 vaisseaux de Chios qui leur inspiraient peu de confiance. Ils équipèrent plus tard une nouvelle flotte de 37 voiles, rencontrèrent celle des ennemis qui rangeaient la côte et lui donnèrent la chasse jusqu'à Pyréos. Port désert de la Corinthe, sur l'extrême frontière de l'Épidorie, les Péloponnésiens perdirent un vaisseau au large et rallièrent les autres dans le port. Mais les Athéniens les y attaquèrent du côté de la mer avec leurs vaisseaux, partèrent avec les troupes de débarquement et jetèrent parmi eux le désordre et la confusion. Ils endommagèrent la plupart des vaisseaux sous le rivage et tuèrent Alcaménès qui les commandait. Eux-mêmes perdirent quelques hommes. Nous avons ici un discours héroïque. On parle d'un héros ou d'une personnalité importante, Alcaménès, qui lui se fait tuer justement par l'ennemi. L'écriture, justement, elle est bien maniée. Mais cette écriture, elle a un but politique. C'est de présenter justement deux cités ô combien importantes et qui composent justement deux modèles bien opposés. Athènes et Sparte, nous l'avons compris, bien sûr, sont composés différemment et composent également différentes cités. On a, tout d'abord, dans Athènes, ce qu'on peut percevoir comme un système démocratique par rapport aux écrits de Tite-Live. On parle de Paralos, un peu plus loin dans l'ouvrage historique. Qu'est-ce qu'il en est de ce type? Les Samiens et l'armée s'empressèrent d'envoyer à Athènes pour y annoncer cet événement, le Paralos, monté par l'Athénien Chéréas, fils d'Archéstatos, qui avait activement préparé ce revirement d'opinion, car il ne savait pas encore que les 400 eussent en main le pouvoir. Le Paralos, c'est un héros athénien qui sait naviguer. Vous m'épargnez la petite coquille dans le paragraphe ci-dessous. Cette démocratie, elle passe non seulement dans un lexique précis, mais aussi en termes de symboles, en termes de vertus et de contre-modèles, comme ci-dessous, avec Hyperbolos. Un Athénien du nom d'Hyperbolos
Méchant homme, banni par l'ostracisme, non qu'il peut exciter aucune crainte par sa puissance et son crédit, mais parce que sa basse méchanceté était une honte pour la République, fut tué par eux. Autre citation qui renforce ce système démocratique. Sous le régime démocratique, au contraire, où c'est l'élection qui décide, on accepte plus aisément le résultat, parce qu'on ne se croit pas l'abaisser par ses égaux. Il n'est pas encore forcément question de suffrage, explicitement, mais on s'y approche. Un peu plus loin, on parle d'aristocrate, non pas du système gouvernemental ou d'une politique, mais d'une personne importante. C'est le taxiarque qui, lui, arrête un oligarque. Je cite à la page 803, « Les hoplites qui élevaient au Pirée les fortifications d'Étionée, et au milieu desquelles l'aristocrate se trouvait comme taxiarque à la tête de sa tribu, saisirent Alexiclès, l'un des généraux du parti oligarchique, tout dévoué à ses collègues, le conduisirent chez lui et l'y tinrent aux arrêts. » On va arriver maintenant à l'autre modèle, celui proposé par Sparte, les Lacédémoniens. À la page 741, il y a une clause qui relie le roi, avec un R majuscule, il n'est pas précisé explicitement, et Tissaphernes. Tissaphernes est le lieutenant de Darius à l'époque, envoyé par le Perse. Il est dit ici entre guillemets, les Lacédémoniens et leurs alliés ont contracté l'alliance avec le roi et Tissaphernes aux conditions suivantes. Toutes les contrées et les villes comprises dans le domaine du roi ou dans celui de ses ancêtres appartiendront au roi. Pisandre, personnage ô combien important du côté de Sparte. Cependant, Pisandre et les autres députés athéniens, envoyés de Samos, étaient arrivés à Athènes. Dans leur discours à l'assemblée du peuple, ils ne traitèrent que sommairement la plupart des autres questions et insistèrent surtout sur ce point, qu'il serait possible, en rappelant Alcibiade et en modifiant la démocratie, d'obtenir l'alliance du roi et de triompher des Péloponnésiens. Beaucoup réclamèrent au nom de la démocratie. Les ennemis d'Alcibiade s'écriaient qu'il serait odieux de laisser rentrer le violateur des lois. Les Eulmopides et les Céris invoquaient les mystères au nom desquels il avait été banni et protestaient avec imprécation contre son retour. Il est également mis en avant différents héros que Sparte justement nomme, il y a nommé, et qui sont d'ailleurs repris par Thucydide. L'été suivant, à l'entrée du printemps, le Spartiate Dercyllidas, à la tête d'une armée de terre peu nombreuse, eut ordre de suivre la côte jusqu'à l'Hellespont pour s'insurger à Abydos, colonie de Milet. Les habitants de Chios, pendant qu'Astiochos ne savait comment les secourir, furent forcés par les souffrances du siège à livrer un combat naval. Il avait alors à leur tête le Spartiate Léon, venu jadis comme passager avec Antisthène, et mandé de Milet à l'époque où Astiochos était encore à Rhodes pour prendre le commandement après la mort de Pédaritos. En termes de tradition d'ailleurs, à page 807, il est question d'ériger un trophée lorsqu'une victoire est proclamée. C'est une tradition spartiate. Je cite, « Les Péloponnésiens prirent 22 bâtiments athéniens, tuèrent une partie des hommes, firent les autres prisonniers et élevèrent un trophée. Peu après, ils insurgèrent toute le baie, à l'exception d'Oréos, que les Athéniens occupaient eux-mêmes, et poursuivent à l'organisation du pays. » Au final, tous ces différents récits qui sont formulés et reformulés par Thucydide nous amènent à ce genre de questions. Comment la guerre se manifeste-t-elle concrètement sur le terrain et dans les mentalités? Et elle se perçoit justement premièrement par une rhétorique et par les attitudes qui ont été relayées. Auparavant, je vous avais également parlé de l'auteur, de Thucydide, dont celle-ci nous paraît très importante dans son introduction par le traducteur. On peut parler ici de récit enchâssé, parce que ce n'est pas forcément Thucydide qui a rédigé ces lignes, mais qui sont quand même repris par un traducteur. Donc il y a donc un effet de réinterprétation qui doit être pris en compte. Nous ne savons presque rien de la vie de Thucydide. Éloigné de sa patrie par l'exil de 20 ans, au moment où l'attention publique est absorbée tout entière par les plus graves événements dont jamais la Grèce ait été le théâtre,
il ne rentre à Athènes que pour tomber sous les coups d'un assassin, avant même d'avoir achevé l'ouvrage auquel il a consacré ses veilles, son immense fortune et son génie. Au final, dans tous ces différents récits qui mettent en avant l'héroïsme tant des Athéniens par leur système démocratique, mais aussi par leur vaillance à repousser les Lacédémoniens jusqu'en Sicile, à les prendre par surprise également, par leur vaillance à défendre leur propre intérêt, mais aussi tant de ceux qui sont prônés par les Lacédémoniens, on arrive à une histoire qui doit être écrite et réécrite, et commentée bien sûr. On peut la voir bien sûr à travers différents filtres, à travers différentes postures historiographiques. On a premièrement l'histoire des mentalités, prônée par Georges Duby par exemple. Avec Duby, on ne s'intéresse plus seulement aux batailles ou aux stratégies. On cherche à comprendre les représentations collectives. Comment est-ce que les Grecs perçoivent la guerre par exemple? Quel rôle joue l'honneur, la peur, le destin? En conclusion, la guerre du Péloponnèse devient un révélateur des structures mentales du monde grec. On parle de valeurs aristocratiques, oligarchiques, on parle de vision tragique de l'existence, d'héroïsme. Une autre interprétation, celle de Philippe Ariès, on parle d'histoire de la vie et de la mort. Ariès déplacerait le regard vers des dimensions souvent oubliées, le rapport à la mort de masse, par exemple avec la peste d'Athènes. On parle des pratiques funéraires aussi, et de sensibilité face à la souffrance et à la disparition. La guerre n'est plus seulement politique, elle devient une expérience humaine profonde, qui elle est marquée par la mortalité et les émotions. Jacques Le Goff, lui, propose également une vision différente. Bien qu'il ait travaillé sur le Moyen-Âge, principalement, son approche peut être plausible et transposable. On parle en premier lieu d'intérêt pour les symboles, les mythes et l'imaginaire. On parle d'analyse de rituels et des représentations collectives. On parle d'attention aux structures culturelles profondes. La guerre du Péloponnèse, elle peut être lue comme un phénomène culturel, en termes de discours, de mise en scène et de mémoire collective. Ça, c'est important. Une expérience de la mort et de la souffrance, on revient avec Ariès, un phénomène culturel et symbolique, c'est le Goff, mais pour ce qui est en termes de discours et de rhétorique et de mémoire collective, on est profondément chez Jacques Le Goff. Les méthodiques qui ont précédé ceux que j'ai cités, historiquement parlant, représentent une approche plus classique. On parle de priorité aux sources écrites fiables, d'une critique rigoureuse des documents et d'une volonté d'objectivité. Ici, la guerre du Péloponnèse est reconstruite à partir de Thucydide avec une confiance relativement forte dans le texte. On peut aussi avoir les tensions entre ces approches. Ces courants montrent des visions très différentes. Les méthodiques, premièrement, qui eux veulent reconstituer les faits, Duby et Le Goff qui veulent interpréter les représentations, Ariès qui lui veut comprendre l'expérience humaine. L'historiographie ne donne pas une vérité unique, mais une pluralité de lectures, toujours en se basant sur les sources. Sixième point, ce que ça change concrètement. Alors, selon l'approche choisie, la guerre du Péloponnèse devient soit un conflit politique et militaire, du côté méthodique, ou soit un miroir des mentalités grecques, chez Duby par exemple. L'histoire féministe, Simone de Beauvoir et Gisèle Bock, et bien d'autres également, ont une approche qui pose une question simple mais radicale. Où sont les femmes? Dans toute l'histoire de la guerre du Péloponnèse, où sont les femmes? On a les récits classiques, comme Thucydide, mais ces récits vont les mettre un peu de côté. Ces récits les invisibilisent presque totalement. On s'intéresse alors aux femmes restées à l'arrière, aux rôles sociaux, les épouses, les esclaves, les prêtresses par exemple, et aux conséquences de la guerre sur leur vie. La guerre du Péloponnèse devient une histoire genrée, révélant des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. L'histoire romantique, proposée par Jules Michelet, c'est une lecture très incarnée. L'histoire comme récit vivant, presque épique. On parle d'une importance du peuple, des émotions et d'un souffle dramatique. On a aussi une vision parfois morale, entre le bon et le mauvais. La guerre serait racontée comme une tragédie humaine, avec une forte charge émotionnelle et une dimension presque littéraire. En termes de déterminisme, chez Hippolyte Taine, Taine lui explique les événements par trois facteurs: la race, l'héritage culturel, le milieu, l'environnement et le moment, le contexte historique.
La guerre du Péloponnèse devient le produit des caractéristiques des Athéniens et des Spartiates, de leur environnement politique et social, et aussi d'un contexte historique particulier. On aurait une vision plus scientifique, mais parfois rigide. On est bien loin des naturalistes d'Émile Zola. 9e point, le tournant narratif d'Aden White. White, lui, remet en cause l'idée même d'objectivité. L'histoire est une mise en récit. Les historiens utilisent des structures proches de la littérature, comme la tragédie, la comédie et l'ironie. Et Thucydide lui-même construit une intrigue. La guerre du Péloponnèse n'est pas seulement un fait, mais une histoire racontée selon un style narratif, premièrement. Et deuxièmement, il faut aussi savoir que les écrits de Tite-Live ont été récupérés par une tierce personne, qui elle a fait un processus de traduction de ces écrits. Autre point important, Michel Foucault. Foucault, lui, déplace totalement la perspective. L'histoire analyse les rapports de pouvoir, elle s'intéresse aux discours qui produisent la vérité, elle déconstruit les évidences. La guerre devient un moment de reconfiguration des pouvoirs, un ensemble de discours, politiques, militaires, qui imposent une vision du monde. On ne demande plus que s'est-il passé, on n'est pas là pour se remémorer les différentes batailles ou de mettre en avant les dates, mais plutôt qui a le pouvoir de dire ce qui s'est passé. Et ça, c'est une chose qui est aussi importante. Autre point, l'histoire globale de William McNeill. Lui, il va plutôt élargir l'échelle. La guerre n'est pas isolée, elle s'inscrit dans des interactions plus larges. On parle d'échanges, d'influence et de dynamique régionale. On va pas simplement s'intéresser à la guerre du Péloponnèse, mais on va aussi un peu étendre son influence et ses connexions qu'il pourrait justement avoir au-delà de ses frontières limitées. On parle de conquête navale, de bataille navale, mais il y a aussi des échanges qui sont faits avec les Phéniciens et d'autres peuples, bien sûr. En termes de perspective, très rapide, toutes ces approches montrent des lectures radicalement différentes. Le féminisme, c'est l'invisibilité des femmes dans le discours de Tite-Live et les rapports de genre. Très important. Michelet, lui, parle d'un récit vivant et émotionnel. Taine parle de déterminisme explicatif. White, il parle de construction narrative. Foucault, on parle principalement de pouvoir et de discours. Et McNeill, d'échelle globale. Du côté de Jean-Michel Dufay, historien important aussi, pour lui, ce qui est important chez Thucydide, c'est le poids dominant. Lui souligne que notre vision de la guerre est largement façonnée par Thucydide, considérée comme une source fondatrice. Thucydide impose une vision rationnelle et politique du conflit. Il met en avant les rapports de pouvoir, les stratégies et la nature humaine. Mais cette vision est partielle, elle reflète ses choix, ses valeurs et son époque. Dufay insiste donc sur le fait que Thucydide n'est pas neutre, il est déjà un interprète de ces sources qui ont été collectées. Deuxième point, c'est l'illusion d'une histoire objective. Dufay critique l'idée selon laquelle l'histoire antique serait une simple restitution des faits. Toute historiographie est une construction narrative. Les historiens sélectionnent, organisent et donnent du sens. Le récit de la guerre devient presque une œuvre littéraire structurée, et ici on parle de récit construit. En termes de relecture moderne et leurs billets, Dufay veut montrer que les historiens modernes projettent leurs propres préoccupations sur la guerre. On parle de lecture en termes de démocratie face à une oligarchie. On a un peu un idéal entre le bien et le mal. On parle d'analogie avec des conflits contemporains, on parle d'interprétation idéologique, libérale, réaliste, et chaque époque réécrit la guerre selon ses propres enjeux. Quatrième point que l'historien pourrait aussi soulever, c'est une approche didactique, apprendre à lire l'histoire. Et cette critique a aussi un objectif pédagogique, apprendre aux élèves à questionner les sources, comprendre que l'histoire est une interprétation, développer un regard critique face au récit historique. Et là, il s'inscrit dans une démarche de formation à l'esprit critique, ô combien importante. Une conclusion de la critique, pour Dufay, l'histoire de la guerre du Péloponnèse n'est pas un bloc figé. C'est un objet historiographique mouvant, façonné par les auteurs anciens et modernes, qui doit être lu avec distance et réflexion.